Dans le monde, 280 millions de personnes souffrent de dépression. Il y a 700 000 personnes par an qui meurent de suicide. Alors tous les suicides, évidemment, ne sont pas causés par la dépression, mais la dépression peut mener au suicide. Et le suicide est la 4e cause de décès mondiale chez les 15-29 ans. Et quand la dépression ne mène pas au suicide, elle altère grandement la qualité de vie au niveau professionnel, au niveau personnel, familial, scolaire et social. Dans cette vidéo, je ne me prends pas pour un médecin, je ne me prends pas pour un psychiatre, je partage juste avec vous les connaissances pour vous permettre de faire la distinction entre des réactions émotionnelles difficiles du quotidien, donc des problèmes d'humeur, et le vrai diagnostic de troubles dépressifs caractérisés, que tout le monde appelle la dépression. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général, qu'elle soit mentale ou physique. Dans le DSM, sa 5e version, dans le DSM-5, qui est la bible des statistiques et des caractéristiques et des diagnostics des troubles mentaux, eh bien, il y a une grande famille qu'on appelle les troubles dépressifs. Ça englobe plusieurs choses. Dans cette grande famille des troubles dépressifs, on fait la distinction entre ce qu'on appelle le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle, le trouble dépressif caractérisé, le trouble dysphorique prémenstruel, le trouble dépressif induit par des médicaments ou des substances, le trouble dépressif dû à une autre affection médicale et le trouble dépressif non spécifié. Ici, on ne va pas faire la distinction entre tout ça, on va juste parler de ce qu'on voit le plus souvent, statistiquement, et ce qui est le plus intéressant pour les professionnels de santé et pour les gens qui ne sont pas professionnels de santé. On va donc parler du trouble dépressif caractérisé. Et si je fais cette vidéo malgré le fait que je ne suis ni médecin, ni psychiatre, et que je n'ai absolument pas le droit en tant que kinésithérapeute, ou en tant qu'ostéopathe, ou même en tant qu'enseignant, j'ai absolument pas le droit de certifier un diagnostic et de le partager aux patients. Je n'ai pas ce droit parce que je n'ai pas les compétences en sémiologie. Néanmoins, j'ai le droit, presque le devoir, de réorienter les patients si je sens qu'il y a une pathologie que je ne peux pas, moi, traiter, que je ne peux pas, moi, prendre en charge. Et quand je dis « je sens », c'est pas simplement à l'instinct. C'est sur des bases de réflexion qui sont solides. Et donc, je partage avec vous les bases solides qui permettent de sentir qu'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un trouble dépressif, à une dépression, à un épisode dépressif, qu'à simplement un trouble de l'humeur qui est souvent lié à la difficulté de la vie, à un événement particulier et qui, vous allez le voir, ne rentre pas dans la catégorie, entre guillemets, maladie du trouble dépressif. Donc ces critères diagnostiques, pour faire la distinction entre pas le moral et un trouble dépressif, ils sont importants pour vous si vous côtoyez quelqu'un comme ça, pour vous si vous ressentez ces choses-là, et pour les professionnels de santé, pour pouvoir réorienter les patients s'ils ne sont pas les professionnels qui vont trouver le traitement et qui vont permettre le diagnostic. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est une base extrêmement solide qui consiste en prendre le plus haut niveau de preuve de la littérature scientifique, c'est-à-dire les recommandations internationales, les consensus, c'est-à-dire les termes, la terminologie sur laquelle on se base tous pour savoir qu'on parle le même langage. C'est-à-dire, l'OMS a fait une classification internationale des maladies, ICD, pour International Classification of Diseases. Oui, je suis bilingue. Et sur base de cette classification internationale qui est le plus haut dictionnaire médical scientifique qui existe, eh bien, il y a d'autres classifications, comme la classification internationale des maux de tête, qui ne fait pas partie de l'OMS, mais qui est basée sur la même méthodologie. Et puis, il y a le DSM-5, qui est la classification des troubles mentaux, les classifications statistiques et diagnostiques des troubles mentaux. Et vous allez comprendre, grâce à ça, qu'une baisse de morale n'est pas nécessairement assimilée à un diagnostic de dépression. Donc, il faut, pour établir le diagnostic, 5 critères. Et encore une fois, je le dis, c'est pas moi qui établis le diagnostic. C'est moi qui établis le diagnostic dans ma propre tête pour me dire que je vais peut-être pouvoir aider quelqu'un en le redirigeant. C'est très important. Critère A, il faut qu'il y ait au moins 5 des 9 symptômes que je vais citer après, qui soient présents pendant une durée de au moins 2 semaines et qui présentent une vraie différence significative du fonctionnement de la personne par rapport à avant. En gros, par rapport à d'habitude, entre guillemets.
Critère B, et je dirais les 9 symptômes du critère A après, parce qu'après, sinon on s'y perd. Critère B, il faut que les symptômes présents chez la personne induisent une détresse cliniquement significative, comme on dit, ou alors une altération du fonctionnement dans les activités quotidiennes, dans le fonctionnement social, dans le fonctionnement professionnel, dans le fonctionnement affectif, au sein de la famille, bref, au quotidien. Critère C, comme on voit dans toutes les classifications quand on s'y intéresse un petit peu, eh bien, il faut que les symptômes ne soient pas imputables à la prise d'une substance ou d'un médicament particulier, qu'on ne trouve pas une substance particulière qui altère la physiologie du corps et qui induise ces symptômes. Ou alors qu'ils soient imputables à une autre affection médicale, à une autre pathologie. Par exemple, quelqu'un qui vient de faire un accident vasculaire autour de l'hypothalamus ou autour du locus coeruleus, forcément, ces zones étant impliquées dans les mécanismes affectifs, on peut se dire que c'est une affection médicale qui pourrait être directement liée. Ou quelqu'un qui prend régulièrement, ou qui vient juste, non, c'est même un meilleur exemple, quelqu'un qui vient de prendre pour la première fois de la cocaïne et qui a une descente de, 2 jours et qui se sent vraiment au fond du trou, eh bien, on pourrait imputer ça à la cocaïne. Donc, ça, c'est le critère C. Critère D, et encore une fois, ça ressemble un petit peu au critère C, mais ça, c'est que mon avis, il ne faut pas que les symptômes puissent être expliqués par tout trouble qu'on appelle psychotique, ou schizoaffectif, ou du spectre de la schizophrénie. Critère E, il ne faut pas qu'il y ait auparavant eu des troubles qu'on appelle maniaques ou hypomaniaques. Et vous notez bien que dans le critère C, le critère D et le critère E, il faut quand même avoir un sacré niveau de connaissance en psychiatrie pour pouvoir le détecter. Mais c'est une classification, il faut que ce soit rigoureux. Donc ça, c'est les 5 critères qui doivent être présents pour déterminer qu'une personne qui est en souffrance ou qu'une personne qu'on voit en cabinet ou une personne proche de nous fait un épisode dépressif. Mais attention, on n'a pas encore développé les symptômes du critère A. Donc on déroule le critère A, on zoome sur le critère A, et vous allez voir qu'il y a 9 symptômes. Et comme on a dit, il faut que au moins 5 de ces symptômes soient présents pendant une durée minimale de 2 semaines, et que ces symptômes entraînent un changement significatif par rapport à la vie antérieure. Petit 1, c'est l'humeur dépressive quasiment tous les jours, quasiment toute la journée, ou tous les jours, ou toute la journée, décrite par le patient. Et par humeur dépressive, on entend quelqu'un qui se sent vide, quelqu'un qui se sent triste, quelqu'un qui se sent sans couleur, sans odeur, transparent. Bref, c'est ça qu'on appelle humeur dépressive. Donc c'est pour ça que ces exemples sont importants. Soit observé par le patient, comme on vient de le dire, et décrit par le patient, soit observé par un tiers, observé par un proche, observé par quelqu'un qui côtoie cette personne et qui a pu observer cette humeur. Petit 2, diminution de l'intérêt ou du plaisir pour toutes les activités quotidiennes, ou presque toutes les activités quotidiennes. C'est vraiment une notion de diminution d'intérêt ou de plaisir. Et encore une fois, décrit par la personne, observé par la personne, ou décrit par un tiers, observé par un tiers. Petit 3, perte ou gain de poids significatif en l'absence de volonté, de régime. En gros, on va dire ça comme ça. Et par significatif, on entend 5% du poids en un mois. Par exemple, moi je fais 80 kg, 5 x 8, 40, ça fait 4 kg. Si je perds 4 kg, que je gagne 4 kg pendant un mois, alors que je ne fais pas de régime, alors que je n'ai pas changé mon activité physique, etc., eh bien, ça me fait cocher ce signe. Ou alors, petit sous numéro 3, eh bien, un gros gain d'appétit ou une perte d'appétit. Parce qu'on peut aussi avoir un truc de l'ordre de la sensation qui est décrite par le patient. Et c'est ça la différence entre un signe et un symptôme. La petite précision dans la classification, c'est pour les enfants. Les enfants, théoriquement, ils ont une courbe de prise de poids qui est soit linéaire, soit par poussée. Enfin bref, il n'y a pas de pic. Eh bien, c'est l'absence de prise de poids ou la discontinuité de cette prise de poids. 4e symptôme, des troubles du sommeil qui se manifestent sous des formes d'insomnie ou d'hypersomnie. Donc insomnie, diminution de la quantité de sommeil, hypersomnie, augmentation de la quantité de sommeil. Encore une fois, c'est presque tous les jours par rapport à d'habitude. Quelqu'un qui a l'habitude de dormir 10 heures par jour depuis 25 ans, on ne peut pas considérer que s'il dort 10h30 par jour depuis 3 semaines, qu'on peut cocher hypersomnie.
c'est quelqu'un qui dort beaucoup. Par contre, quelqu'un qui dort 6 heures par jour, par exemple comme moi, et qui tout à coup se met à dormir 10 heures, 11 heures par jour, là on va pouvoir parler d'hypersomnie. 5e symptôme, une agitation ou un ralentissement psychomoteur par rapport à d'habitude, presque tous les jours, observé par le patient ou par son entourage. En gros, quelqu'un que vous voyez relativement apathique, qui bouge beaucoup moins que d'habitude, ou quelqu'un qui tout à coup devient une pile électrique. On va dire ça comme ça vulgairement. 6, perte d'énergie ou fatigue. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est très subjectif, c'est pour ça que je dis que de toute façon, ça mérite de faire des comparaisons par rapport à avant, et ça mérite des consultations. Donc perte d'énergie ou fatigue presque tous les jours. 7e symptôme, avoir le sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive. La culpabilité c'est quelque chose de, entre guillemets, normal, mais ça doit être corrélé, on va dire, à la quantité de responsabilité, au contexte, et pas pour tout. En gros, c'est ça. Et ne pas se sentir à la hauteur de quelque chose, c'est quelque chose qui est encore normal, mais ça dépend de la quantité, pas pour tout, et en rapport avec le contexte aussi. Voilà. Donc encore une fois, ça doit être presque tous les jours, presque tout le temps, pour à peu près tous les sujets. C'est pas seulement se sentir, parce que ça compte pas, c'est pas seulement se sentir coupable d'être malade. 8e symptôme, une diminution de la capacité ou de la sensation de sa propre capacité à penser, élaborer une idée, se concentrer, faire des choix, une indécision constante. Et encore une fois, ça, presque tous les jours, presque pour tous les sujets, et observé par le patient ou observé par un proche ou des tiers. 9e et dernier symptôme, des pensées de mort récurrentes, pas seulement avoir peur de mourir, hein, parce que être un être humain et ne pas avoir peur de mourir, c'est quand même un petit peu particulier. Là, on parle de pensées de mort récurrentes, ou alors des idées suicidaires, sans plan précis, ou alors des idées suicidaires avec un plan précis, ou alors tentative de suicide, naturellement. Voilà, peut-être que vous pouvez prendre un petit papier, peut-être que vous pouvez télécharger des PDF avec la classification internationale, peut-être que vous pouvez vous plonger un peu plus dans le DSM. Moi, je pense que connaître la psychiatrie, c'est fondamental quand on s'intéresse à l'autre. Après, c'est intéressant de connaître la psychologie. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Parce que la psychiatrie, c'est extrêmement rigoureux, extrêmement borné. Et c'est pour ça que moi, je vois ça comme un socle hyper solide sur lequel on peut s'appuyer pour ensuite développer quelque chose. C'est mon point de vue. Donc que vous soyez patient, que ce soit vous qui souffriez, que vous soyez la personne qui est à côté, ou la personne qui aime, ou la personne qui... le frère, le cousin, le petit ami, le mari, l'enfant de quelqu'un qui souffre, ou professionnel de santé ou pas, hein, c'est pas important, ça, c'est des bases solides pour dire à vous-même, tiens, est-ce que ça colle avec simplement, entre guillemets simplement, hein, une baisse de morale, ou alors est-ce qu'il y a vraiment une dérégulation là-haut, au sens chimique du terme, qui fait que on est sur un épisode ou un trouble, ou ouais, on dit trouble dans le dico, mais moi je préfère parler d'épisode dépressif caractérisé. C'est vraiment à ça que cette vidéo sert. Si dans l'arbre décisionnel, ça va vers le non, eh ben tant mieux, parce que je ne souhaite ça à personne pour l'avoir vécu. Si ça va vers le oui, alors trouvez un psychiatre qui va vous aider. Il y en a plein. Parfois c'est long l'attente, et il y a des urgences. Parlez-en avec votre généraliste. Parlez-en avec n'importe quel médecin. Trouvez du soutien quelque part chez quelqu'un de neutre. Allez voir des psychologues. Essayez de parler à votre kiné, à votre ostéo, tout praticien. Ça c'est très important. Tout praticien qui va vouloir vous donner des conseils
s'il n'est pas médecin généraliste, on va dire, hein, d'abord, ou neurologue ou psychiatre, ou ensuite psychologue, s'il ne fait pas partie de ces catégories-là, alors c'est pas eux qu'il faut écouter. C'est le médecin généraliste, le psychiatre et le psychologue. Et c'est la triade des personnes qui vont pouvoir aider pour sortir de l'épisode. J'espère que ça vous aura aidé. Je peux pas vraiment dire j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est pas le truc le plus réjouissant du monde, mais ça peut vraiment affecter toutes les sphères de la personne et les sphères des personnes que la personne côtoie. C'est quelque chose de potentiellement très grave. Donc, eh bien, pour m'aider, likez, abonnez-vous. Et si vous voulez que je parle d'autre chose concernant la dépression, bah vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que j'ai 1 million de trucs à dire. Mais vraiment 1 million. Bonne journée.